Honnêtement, Jules, je suis plus capable des hosties d'artistes de marde qui ont eu une vie extrêmement facile puis qui viennent nous expliquer dans notre face que nos problèmes dans lesquels on brûle tous les jours existent pas. Tu sais, les estis de marde sales qui viennent te parler de privilèges blancs en confondant allègrement privilèges raciaux fantasmés avec privilèges sociaux avérés. Leurs privilèges sociaux en passant, parce qu'aujourd'hui, pour rentrer dans une industrie artistique, quelle qu'elle soit, tu dois impérativement faire partie de leur classe sociale. Ta race change absolument rien. C'est ton nom qui fait tout. Puis ces gens-là veulent nous apprendre la réalité. Il y a déjà un hostie de crise de salle qui a osé dire que la lutte des races était la même que la lutte des classes. Traduction, noir contre blanc égale pauvre contre riche. Traduction, cette lutte, c'est celle des noirs qui sont forcément pauvres contre les blancs qui sont forcément riches. À quel point il faut être un petit bourgeois de marde déconnecté du réel pour affirmer ça. Ça mériterait la... Ah. Bref. C'est juste un exemple parmi tant d'autres expliquant que les personnalités publiques sont rien de moins que des crises de pourris qui sont contre le peuple, sauf quand il faut lui soutirer son argent par les taxes et impôts pour vivre à son crochet toute l'année longue. À coup de subventions volées directement de la poche de ce peuple de racistes, de misogynes pis d'intolérants dont on va pas se gêner de piquer le portefeuille parce que, tu sais, faudrait pas leur laisser de l'argent. C'est con, ils risqueraient de pouvoir créer quelque chose avec cet argent-là. Faut pas déconner. On prendra pas ce risque-là. Fait qu'on les vole puis on les insulte avec leur argent. Bref. Puis si seulement les artistes étaient juste des mardes au niveau de l'idéologie politique, ce serait un moindre mal. Mais non, il a fallu qu'ils soient aussi des grosses mardes au niveau du sujet de l'amour. Je m'explique. T'as beaucoup d'artistes de marde qui ont eu des vies extrêmement faciles, puis qui ont toujours des vies faciles à l'heure où on se parle. Pis ces estis d'artistes de marde vont te parler d'amour pis de relations de couple tout en ignorant totalement la misère affective pis la misère sexuelle. Ça, c'est quand ils sont pas carrément en train de nier ouvertement pis explicitement leur existence. Mais on y reviendra. Toujours est-il que ces artistes prennent leur petit vécu de petits bourgeois privilégiés. Vous l'aimez ce mot-là, ben qu'un, prenez-le. Ils prennent leur vie pis en font des réalités généralisées. Ils parlent comme si c'était des situations que tout le monde avait vécues ou que tout le monde allait vivre un jour ou l'autre. Ils vont te parler de summer love, d'amour du secondaire, d'amourette, de béguin palpitant pour le beau gars sportif indifférent, alors que tout autour d'eux, tout le monde est en couple ou s'embrasse, ou tout le monde est en couple et s'embrasse. Ils vont te parler du premier baiser à 12 ans, de la première baise à 16, 17 ou 18 ans. Ils vont te parler de tous les chums, et donc, faites le calcul, de toutes les blondes qui ont décoré leur vie de l'enfance à l'adolescence pour aboutir à la vie adulte, où ça s'est pas arrêté. Ils vont te parler de ces sorties entre groupes d'amis où ils étaient toujours invités. Ils vont te parler de ces parties dans des maisons unifamiliales d'amis à eux autres, des open house. Tu sais, les parties où tout le monde se french, puis où tout le monde qui est invité est voulu là d'une manière ou d'une autre. Les parties où les misfits et autres rejets détestés ont pas leur place, grosso modo. Pis ça, c'est juste pour le volet amour. Puis j'en oublie sûrement pas mal. Si je m'attardais sur leur propension à faire d'une généralité la beauté puis la quiétude de leur enfance, de leur adolescence et de leur vie familiale, puis tous les privilèges qu'ils ont eus grâce à leur position sociale, la conversation durerait des heures. Bref, reste que lorsqu'il est question d'amour, puis qu'une bulle au cerveau leur pète, puis que ça a pour conséquence de leur faire penser que leur vécu mérite d'être raconté une énième fois par ces homologues de tous les autres qu'ils sont, au détriment de nos vécus qui se font jamais raconter, eh bien ces estis d'artistes en parlent toujours sous le même prisme, sous le même angle. Il est toujours question de la même face de la médaille amoureuse. Il est toujours question de sa face la plus brillante, la plus reluisante, la plus étincelante. Il n'est jamais question du revers de la médaille. Alors pourtant qu'il existe et qu'il tend à prendre de plus en plus d'ampleur plus les années passent. Puis les années à venir vont amplifier le phénomène encore plus. Ces gens ne croient pas en la famine sentimentale. Ils pensent que tout le monde a eu et aura toujours de quoi nourrir son cœur. Non, gang de crise de salle, c'est faux. Je peux te donner un exemple de livre que j'ai lu dernièrement puis qui était un gros cliché de cette portion de la population qui prend son succès sentimental et charnel pour une généralité que tout le monde vit et que tout le monde vivra plus ou moins toujours. Je sais pas si tu connais le roman Cœur de Slush.
Ce roman-là, grosso modo, ça parle d'une fille de 17 ans qui tombe amoureuse d'un beau cycliste blond aux yeux bleus et aux cuisses musclées. C'est comme ça qu'il est décrit, essentiellement. Elle accroche pour son physique, puis elle pense en boucle à lui pour son physique. Déjà, le mensonge de l'attraction par la personnalité en prend un grand coup, et c'est bien fait pour sa gueule. Puis même quand la fille apprend un peu à le connaître, puis qu'elle apprend par la bande que c'est un peu un connard dans sa manière d'agir, dans sa façon d'être, connard, le mot est peut-être gros, je le concède, mais t'as compris l'idée. Disons plus qu'il agit parfois en con indifférent, puis qu'elle apprend qu'il s'attachera jamais à elle, ben même à ça, la fille trouve le moyen d'accrocher solide à lui puis de s'attacher. Elle pense encore et toujours à lui, et toujours pour la même raison, son physique, ce qui vient donc, une nouvelle fois, démentir le mensonge féminin de l'attirance initiale par la personnalité. Oui, parce que c'est majoritairement un mensonge de femme. Puis le roman est écrit par une femme. Puis tu veux-tu savoir comment le roman finit? Ok. Attends, tu vas-tu le lire, le roman? Non, tu peux me le dire. Ok, bon. Fait que le roman finit que la fille fourre son croche blond aux yeux bleus, ils font l'amour, puis par après elle le texte, puis il répond pas. Il répond plus. Calice. Ouais, il l'a ghosté. Littéralement. Il a eu ce qu'il voulait, puis là, c'est fini entre eux autres. C'était un peu prévisible, honnêtement. Quand t'as une tête sur les épaules, tu le vois venir en esti, surtout quand tu connais le réel, mais ça reste décevant en crise comme fin. 200 pages pour finalement aboutir sur cette conclusion-là. Bon, au moins c'est réaliste, parce que les fuckboys comme ce gars-là veulent juste du cul pis rien d'autre. Au moins l'auteur a pas essayé de se mentir à elle-même. Bon, c'est un peu dur de mentir sur la réalité quand on publie un équivalent à son journal intime personnel, mais il y en a qui seraient capables. En tout cas, c'est ça qui est ça. Si tu veux, ce livre-là, c'est un peu de fuckboy story, si on veut. Dans le sens où la fille se fait avertir à l'avance que son croche blond aux yeux bleus a pas de cœur. Littéralement. Elle se fait avertir de pas s'attacher à lui. Elle se fait dire de juste s'amuser avec son corps de fuckboy sans plus. Elle se fait dire de ne surtout pas tomber amoureuse de lui. Ok. Un avertissement clair, en bonne et due forme, venant, certes, ok, d'une fille qu'elle connaît pas tant que ça au moment, mais la dite fille connaît le fuckboy mieux qu'elle à ce moment-là de l'histoire. Ok, puis qu'est-ce que notre narratrice fait? Elle écoute, elle considère le cœur d'un autre gars, un bon gars, elle se marie avec, puis elle vit heureuse jusqu'à la fin des temps. Ben non, je niaise. Évidemment. Elle s'amourache pareil de son fuckboy, puis elle se fait briser le cœur. Évidemment. T'sais, je sais pas où elle s'est imaginé que le fuckboy allait retourner son texto après avoir eu du sexe. Je sais pas. Ce que je sais, par exemple, c'est que certaines personnes ont besoin d'apprendre à la dure. Une explication, un avertissement, pour eux, ça suffit pas. Ils ont besoin d'une démonstration à leurs dépens. L'auteur se revendique du féminisme, puis comme c'est une auteure publiée, elle est clairement de la branche cassée du féminisme de gauche. Fait que clairement, évidemment, elle admettra jamais de vive voix que la misère affective et la misère sexuelle existent pour les bons gars. Elle admettra pas non plus que les filles ont tendance à s'énamourer des pires gars, que ce soit les fuckboys qui veulent rien savoir d'elles, ou que ce soit juste les trous de cul qui vont gâcher leur vie. L'auteur admettra jamais que l'écrasante majorité des filles pis des femmes s'attachent désespérément à ces gars-là, tout en rejetant constamment les bons gars. Tout ça, en plus, sur la base du physique, très souvent. Le reste du temps, c'est pour des raisons financières ou de statut social. Mais c'est pas grave, elle a pas besoin de le dire. Son roman en est le récit. Qu'elle le veuille ou non, son journal intime publié, c'est le témoignage de l'incapacité des femmes à se détacher des trous de cul. Puis c'est aussi le récit de leur subjectivité superficielle au moment de tomber en amour. Mais bon, le jeu est fait de même puis ça changera pas, fait que... rendu là, on a deux choix. Accepter les règles du jeu puis essayer de s'améliorer suffisamment, idéalement sans se dénaturer, pour pouvoir se faire une place parmi les quelques candidats masculins à attirer l'attention de la majorité des femmes, ou on peut juste quitter toute tentative d'adhésion au jeu du couple. Mais comme c'est impossible, parce que l'homme a absolument besoin d'une femme pour survivre et avoir un but à long terme, on a juste à accepter puis à faire de notre mieux pour mettre toutes les chances de notre bord. Bon, revenons à l'auteur. Là, elle, sûrement qu'elle doit blâmer son beau cycliste blond aux yeux bleus parce qu'il lui a fait de la peine, puis sûrement qu'elle doit répéter partout « Men are trash », mais en attendant, qui est-ce qui l'a choisi, le gars? Voilà. Qui est-ce qui s'est entêté à s'attacher à lui précisément, alors que tout le monde te disait que c'était un trou de cul incapable d'amour? Voilà. La réponse est dans tous tes miroirs. Prends un peu de responsabilité dans tes actions, puis arrête de blâmer tous les hommes pour tes erreurs, pour tes mauvais choix.
Chris, à un moment donné. C'est bien beau de chialer des hommes absolument partout, tout le temps, comme si c'était tous les pires monstres sur la planète, mais pour quelle raison t'as cette perception-là? C'est bien beau de dire que les gars veulent juste du cul, mais qui les a choisis, ces gars-là? Voilà. Puis pourquoi les avoir choisis, tous ces gars-là? Pour leur physique. Mais bon, bref, là n'est pas la question. Je commence à m'égarer un peu trop, fait qu'on va revenir au sujet principal. La question, c'est... Oui. La question, c'est que la fille qui a écrit le roman est aucunement consistante dans sa manière de penser, d'analyser, de nommer son vécu, en plus d'être incapable de la moindre gratitude quant à ce que la vie lui a donné. Je m'explique. Au début de mon édition de son livre, il y a un mot de l'auteur qui dit que Cœur de Slush, c'est le journal intime de l'été le plus marquant de toute sa vie. Fait qu'on est en droit de s'attendre à une sorte de... Non, pas une biographie, pas un témoignage, mais plus... une autofiction, c'est ça. Ça a vraiment l'air d'être basé sur son vécu. Puis dans le livre, la protagoniste, dont j'ai oublié le prénom, dit qu'elle aimerait ça embrasser un gars cet été. Traduction donc, j'ai pas embrassé de gars de tout l'été puis ça me fait chier. Mais t'avances de quelques pages, tu lis, puis elle dit qu'elle a frenché un gars la semaine passée. Puis on n'est pas quelques mois plus tard, là. On est dans la même crise de période, à genre 1 ou 2 jours de décalage. Même pas. Je m'excuse, fille, mais sois consistante dans ton chiolage. Tu peux pas dire que t'as envie d'enfin embrasser un gars dans ton été qui achève, te plaindre que ça arrive pas pendant ton été qui achève, chialer que t'as peur que ça arrive pas pendant ton été qui achève, pour ensuite dire que la semaine passée t'as necké avec un gars. Crise de conne. C'est nous chier d'en face, à nous autres, les vrais rejets du cœur pis des sentiments, les vrais rebuts de l'amour. Crise de truie. Puis l'auteur, ok, on s'entend que je la connais pas personnellement, mais rien qu'avec son visage, je peux deviner sa vie amoureuse et sexuelle passée et prédire sa vie amoureuse et sexuelle à venir. Puis rien qu'avec sa face, je peux savoir qu'elle aura jamais de misère à se trouver un partenaire. Que ce soit un partenaire sexuel ou amoureux, parce qu'elle est belle. Puis en plus... C'est qui? Je suis plus sûr de son nom, mais dès que ça me revient, je te le donne puis tu iras voir. Mais c'est ça l'affaire. C'est ça. Elle est belle. Elle est belle, puis en plus, elle est dans l'industrie artistique. Puis avec le film qu'ils ont fait basé sur son roman, elle a acquis une certaine notoriété supplémentaire. Fait que tous les gars qui auraient déjà été à ses pieds pour sa beauté, puis pour le simple fait qu'elle a un vagin aussi, même pas besoin d'être belle, ils vont encore plus lui lécher les bottes parce qu'elle est maintenant connue puis que les gens faibles d'esprit ont tendance à vouer un culte malsain aux célébrités. Surtout aux femmes célébrités, comme si les femmes vedettes ça datait de 2015 dans notre société prétendument terriblement patriarcale. C'est... En tout cas, reste que si tu retournes le livre, dans son édition cartonnée du moins, pour les autres, je sais pas, puis si tu regardes 2 secondes la 4e de couverture, tu vois une photo de l'auteur. C'est comme ça que j'ai su de quoi elle avait l'air. Je l'ai pas googlé parce que je m'en calisse, puis généralement les femmes auteurs sont laides. Mais pas elle, faut croire. Regarde, je vais te donner son nom, là, puis tu iras voir sur Google. Elle s'appelle... Attends, je check. Ma bibliothèque... Ah, la voilà. Sarah Maud Beauchesne. Elle s'appelle Sarah Maud Beauchesne. Puis si tu la regardes, tu vas voir qu'elle est vraiment belle. Ok, t'apprends aussi qu'elle est féministe, fait que tu débandes instantané, mais... ça ôte pas le fait qu'elle est très belle. Pis tu sais, vu qu'elle est belle, elle a clairement jamais connu la misère affective. Oui, son livre exprime des difficultés avec un gars qui tantôt la crouse plus ou moins implicitement, et tantôt joue la carte de l'indifférence totale et légèrement arrogante à son égard. Tu sais, ce crise de niaisage-là, là. Tu sais, le genre de niaisage de jeunes cons privilégiés par Cupidon qui savent qu'ils peuvent niaiser avec le cœur de telle ou telle fille, parce que dans tous les cas, il y en a 36 autres qui attendent patiemment en file, qui se décident ou qui se décident pas. Bref, bon. Ceci étant dit, ça reste que tourne-le puis retourne-le dans tous les sens que tu veux. C'est pas de la misère affective. C'est tout sauf ça. À la limite, on pourrait appeler ça de la confusion affective, de la confusion amoureuse, de la confusion sentimentale, mais certainement pas de la misère au sens propre et dur du terme. Regarde, dans le livre, elle partage certaines expériences qu'elle a eues par le passé avec d'autres gars. C'était rien de sexuel, là, mais il y a eu beaucoup de tendresse, il y a eu de la gentillesse, il y a eu des échanges de numéros de téléphone, puis il y a eu ben de l'embrassage. Ben des French, ben des baisers. Tu m'as compris? Puis tout ça avant l'intrigue du roman. Donc avant ses 17 ans.
Ça, déjà, c'est des expériences d'adolescents qui ont de la chance en amour. Puis quand c'est répété encore et encore, comme ici, le facteur chance se questionne même plus. Quand t'as eu cette chance-là, viens pas chialer. Comme si une semaine sans French, ça se méritait une dépression. Caliste de... En fait, je sais même pas si je devrais parler de chance, puisque c'est une fille. Les filles, les femmes, ont toujours eu plus de facilité à arriver à leur fin dans ce domaine-là, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan sexuel. Puis elle, la narratrice de Cœur de Slush, elle te dévalorise ça en parlant comme si elle en arrachait. Attention, je dis pas que l'auteur avance avoir vécu de la misère affective. À aucun moment le terme est dit dans son livre, évidemment. L'inverse m'aurait étonné, honnêtement. Puis je crois pas qu'elle l'ait dit en entrevue ou peu importe. Donc peut-être que j'ai l'air de chialer dans le vide contre une affirmation ironique qui existe même pas, mais le truc, c'est que justement, sa narratrice, qui la représente, elle, Sarah Maud Beauchesne, rappelons-le, elle parle comme si elle avait connu la misère affective, sans toutefois être capable de la nommer. Alors que pas pantoute. Sa vie est même tout le contraire de celle d'un miséreux affectif typique. Ok, on peut excuser le tout en disant que son personnage est jeune. Son personnage a 17 ans. Et à cet âge-là, tu vois tout comme une montagne. T'es très porté à te la jouer Calimero. T'es assez mélodramatique puis t'exagères tout. Souvent en tout cas. Pas tout le temps. J'en suis la preuve vivante. Mais souvent. C'est souvent le cas de ceux qui ont pas de vrais problèmes. Même si c'est pas exclusif à eux autres, je l'admets. Ok. Par conséquent, une semaine sans French, ça peut te paraître comme cette vie entière sans amour qui est notre réalité. Ok. Ok, je veux bien. Mais le truc, c'est qu'elle a pas écrit ce livre-là à 17 ans. Elle l'a pas publié à 17 ans. Elle était adulte. Elle était adulte. Pas juste majeure. Adulte. Elle était adulte au moment de l'écriture, du processus d'édition, de la publication puis de la parution. Elle aurait pu corriger quelques éléments pour que son personnage ait moins l'air d'une crise d'ingrate qui oublie vite, mais elle l'a pas fait. Puis tu sais quoi? Ouais. J'ai une théorie. Je suis sûr que cet auteur a embrassé des tonnes de gars dans son adolescence. Comment je le sais? C'est simple. Tu sais, tantôt je te parlais de la narratrice qui a dit vouloir embrasser un gars avant la fin de l'été pour ensuite, 2 pages plus tard, nous révéler qu'elle avait frenché un gars v'là une semaine. Ok, ben je m'excuse, mais pour oublier aussi vite que t'as frenché un gars, c'est parce que soit t'es Alzheimer, soit tu frenches tellement de gars que pour toi c'est aussi commun que de cligner des yeux, fait que t'oublies vite quand tu le fais. Puis quelques heures sans le faire, ça te donne l'impression qu'un siècle sans amour vient de s'écouler. L'auteur me donnera raison ou tort, l'auteur nous le confirmera ou pas, éventuellement. Ok, je sais pas comment elle pourrait, vu qu'à ce que je sache, elle est pas sur mon Discord, où je veux en venir avec ça. C'est simple. Eux autres, les artistes, ils te sortent une chier de romans pis de films abordant uniquement l'amour par cet angle-là, par ce prisme idéal privatisé. Jamais on voit la misère affective ni la misère sexuelle dans leurs romans. Check Cœur de Slush par exemple. Toutes les filles du roman multiplient les chums, les French, puis les béguins implicitement un peu réciproques. Puis tous les gars sont décrits comme étant beaux et surtout comme ayant des ex, donc comme ayant forcément eu des blondes, comme si c'était une réalité généralisée, acquise, garantie à tous, puis comme si c'était la norme. Le seul gars qui est pas décrit de même dans le roman, c'est le Christ de lait ordinaire qui vend des burgers. Merci encore une fois à l'auteur de tout confirmer. Puis tu veux le roman qui se rapproche le plus d'un diagnostic de la misère affective, lis Extension du domaine de la lutte, écrit par Michel Houellebecq. Et encore, c'est juste 2 pages sur 130 pages. Puis ça date de 1994. Depuis, plus rien. Ah oui, ok, non, c'est vrai. T'as aussi, si tu veux, le roman Pour quelques vapeurs de femmes de Gabriel Thériault. Mais c'est plus un livre sur la misère personnelle, la déception de soi, le mal-être personnel, puis un peu la misère affective, mais surtout la misère sexuelle, ou plutôt les échecs sexuels et sentimentaux, plus que véritablement la misère sexuelle et sentimentale à proprement parler. Ça, c'est plus récent, c'est de 2016, je crois, mais reste que c'est ça qui est ça. Il y a juste ces 2 livres-là. C'est tout. Puis à côté, t'as des milliers de romances utopistes qui sortent à chaque année. Il y a aucun contrepoids. Puis les 2 livres-là que je t'ai nommés sont vraiment bons, je te les recommande vivement. Mais ils vont pas autant à fond dans le sujet. Ils exploitent pas, ni l'un ni l'autre, tout ce qu'il y aurait à exploiter, à dire, à prouver, à démontrer, à explorer et à dénoncer avec ce sujet-là. La misère affective, c'est un immense sujet. Tu sais que j'écris, hein? Eh bien, un jour, je te jure que je vais écrire un roman sur le sujet de la misère affective. Ce sera un esti de gros roman.
pas mal plus long que ceux que j'écris habituellement. Ce sera un gros morceau. Un gros morceau pour un gros sujet. Tu vas voir, ça va être rentre dedans à un niveau extrême, puis ça va épargner rien ni personne. Tu sais, il y a du monde qui disent que certaines œuvres donnent un coup de pied dans la fourmilière. Ce roman-là va te lâcher la bombe nucléaire sur l'esti de fourmilière. Ce roman-là va nommer les choses telles qu'elles sont, puis ça va déranger. Tu vas le faire quand? Dès que j'aurai le goût de me plonger là-dedans. Parce que la misère affective, c'est un crise de gros morceaux. C'est vaste, c'est large, puis c'est surtout lourd. Puis avec ça, t'as tous les sujets connexes et autres sous-sujets reliés. La misère sexuelle, le rejet, le célibat, l'amour, les femmes, etc. Fait que je vais l'écrire quand j'aurai ma prémisse, mais surtout quand j'aurai le goût. En fait, non, c'est pas une question d'envie. Je vais surtout l'écrire quand je serai trop mal en dedans, puis que je serai plus capable de garder tout ça en dedans de moi. Tu me tiendras informé. Inquiète-toi pas, tu le sauras. Mais bref, reste que, comme je te disais, jamais, au grand jamais, le sujet de la misère affective n'est exploité dans les romans qui sortent en masse depuis plusieurs années. Les romans qui parlent d'amour en parlent toujours sous le même angle. Ils partent toujours du même point de départ, avec les mêmes personnages, changent juste les noms. C'est toujours des jeunes qui ont plein d'expériences sentimentales puis qui sont bien placés dans la vie. Famille unie, saine, maison de banlieue sans voisins nuisibles puis toxicaux, gros groupe d'amis, pas d'anxiété sociale, pas de dépression, pas de solitude, sauf celle qu'ils s'inventent. Et rien. Puis eux autres, ils vivent des petites secousses de cœur parce que le gars ou la fille qu'ils aiment joue la carte de l'indifférence, puis ça les rend tout confus. Généralement, c'est les femmes qui écrivent les romans cons qui ont cet angle-là. Tu veux un autre exemple? La trilogie L'été où je suis devenu jolie. C'est à peu près dans la même veine que Cœur de Slush. Mais bref. Reste qu'on voit juste ça. Des triangles amoureux puis des ados qui frenchent aux 3 jours tout en affirmant qu'ils frenchent jamais parce que leur crush trop parfait qui se la joue inaccessible les a pas regardés dans les yeux aujourd'hui. Oh, comme c'est dur. Tu vois jamais rien sortir sur l'envers de cette médaille-là, sur son côté sombre, rouillé, sale et peurant. Tu vois jamais rien sur un ado constamment rejet, méprisé, sur qui tout le monde chie en permanence, y compris le destin puis la vie. Il y a aussi l'autre moule pour leur même crise d'histoire. 2 jeunes adultes qui se rencontrent, qui tombent follement amoureux, mais la vie les sépare. Là, ils font leur vie avec un autre mari aimant puis une autre épouse aimante, ils sont heureux, ils ont une belle maison chacun, des enfants, un char puis un chien. Puis là, un jour, ils se retrouvent. Puis c'est l'amour fou, encore une fois. C'est toujours ça. On voit jamais rien sur un homme d'âge mûr qui a toujours eu une vie de marde puis qui a jamais eu personne dans sa vie amoureuse ni dans sa vie sexuelle. C'est toujours la même marde utopiste. Ces artistes-là pensent que leur vécu idéal puis confortable est une constante. La misère sexuelle n'existe pas. Tout le monde fourre à pile poil 18 ans, si c'est pas avant. Tout juste après avoir embrassé 400 personnes depuis l'âge de 8 ans, crise de tabarnak! Il y a jamais de livre sur un gars qui se fait toujours rejeter puis qui va crever vierge sans jamais avoir eu de blonde, sans jamais avoir embrassé une fille, sans jamais avoir tenu la main d'une fille. Parce qu'évidemment, la misère affective n'existe pas. C'est un fantasme paranoïaque d'incel, de masculinistes sexistes puis misogynes frustrés qui aiment se faire passer pour des victimes parce que bouhouhou, une femme veut pas leur tenir la main. Évidemment, je vous déteste, bande de fils de pute, puis allez donc tous crever. J'exagère même pas, c'est vraiment ça. Plusieurs personnalités publiques ont réussi à faire avaler à leurs fans le mensonge suivant. La misère affective et la misère sexuelle n'existent pas. Surtout la misère sexuelle. C'est celle qu'ils nomment le plus. Mais si la misère affective et la misère sexuelle n'existent pas, expliquez-moi donc les choses suivantes. Expliquez-moi donc pourquoi est-ce que le taux de suicide chez les hommes est aussi haut, puis pourquoi ça grimpe en flèche. Expliquez-moi donc pourquoi il n'y a jamais eu autant de jeunes hommes célibataires. Expliquez-moi donc pourquoi 1/3 des jeunes hommes dans la vingtaine ont aucune relation sexuelle. Expliquez-moi donc pourquoi un pourcentage alarmant d'hommes passés la trentaine ont pas de vie sexuelle. Expliquez-moi donc pourquoi Tinder marche aussi bien. Expliquez-moi donc pourquoi OnlyFans marche aussi bien. Expliquez-moi donc pourquoi on est à 70% d'hommes célibataires pour 30% de femmes célibataires. Expliquez-moi donc pourquoi les jeunes hommes sont d'immenses accros à la pornographie. Expliquez-moi.
Je veux comprendre. Ben c'est ça, fermez vos hosties de gueules sales. Nous, on nie pas que votre paradis privatisé existe, on nie pas que vos contes de fées existent, on nie pas votre réalité, on n'a jamais nié votre réalité, on n'a jamais nié l'existence de votre paradis. Fait que vous autres, arrêtez donc de nier en bloc l'existence de notre enfer, calice. Hostie que je les haïs.